Mesdames et messieurs, je suis très heureuse de vous retrouver dans ce nouveau numéro de votre magazine Le Siège. Vous le savez déjà et c'est notre habitude de vous faire découvrir le travail des parlementaires, c'est-à-dire les députés nationaux, les sénateurs et les députés provinciaux. Il s'agit dans cette émission de vous faire également découvrir le concept constitutionnel. La gestion de la ville de Kinshasa intéresse au plus haut point les Kinois et les Kinoises qui s'interrogent de plus en plus sur la gestion et la montée croissante de l'insalubrité, de l'insécurité et même encore de plusieurs autres maux qui rangent cette ville de Kinshasa. Il est temps ici de se poser la question sur le travail des députés provinciaux élus de la province de Kinshasa. Nous sommes allés à la rencontre d'un des leurs qui va nous expliquer en profondeur le travail de l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Mais avant tout, vous connaissez déjà la recette, je vous prie de suivre ici les baladeurs. Mais avant tout, vous connaissez déjà la recette, je vous prie ici de suivre les avis des Kinois sur la gestion de la ville de Kinshasa par les députés provinciaux. Merci monsieur, je pense que tu m'as reçu aujourd'hui pour parler de la ville. Je suis bel et bien conscient en tant que Congolais et en tant que patriote aussi. Et pour parler pour la situation de la ville de Kinshasa. Aujourd'hui, mon frère, je ne sais même pas quoi dire. Je ne sais même pas quoi dire pour cette ville. Nous ne méritons même pas avoir cette capitale. La faute à qui? Gouverneur. Parce que tous on donne la faute au président de la République. Non, lui, il a la tâche il est en train d'assumer. Il ne peut pas gérer tout dans une même fois. Parce qu'il y a des députés nationaux. Ils sont là, ils viennent tout. Je ne sais même pas qu'est-ce qu'ils arrivent là à faire dans cet hémicycle. Faire de tout. Parce que les députés nationaux sont là pour contrôler. La ville et contrôler un peu la situation du pays. Maintenant, je ne sais pas, tous les jours, à chaque mois, il part toujours dans les vacances, il revient. Maintenant, quand il revient, il vient avec quoi? Quelle idée? Est-ce qu'il ne marche pas dans cette ville? Est-ce qu'il ne promène même pas? Regardez quand tu tournes même votre caméra, mon frère. Des saletés partout. Des garages partout. Non, nous ne savions même pas qu'est-ce que nous sommes en train de faire avec ce genre de députés. Pour moi, tant que Congolais, tant que patriote, ils ne méritent même pas avoir cette nom. Ce sont des déshonorables. Ils ne sont pas les honorables qui s'appellent de vestes et de cravates. Mais bon, je ne sais pas, hein, parce que là, moi, je ne suis pas tant que Congolais et je suis en train d'avoir des regrets totaux dans mon cœur et d'habiter ce genre de ville. Nous ne méritons même pas cette ville. Avec tout ce que nous en avons, et soi-disant les députés, bon, regardez maintenant, où en sommes-nous? Maintenant, nous avons une importance pour les députés professionnels, parce que la province kuna et souki la kaka kuna donc bango batala kaka ba matadi banini ba yana ngo koto te biso koto ya biso to mesana bango dana nzala déjà boyi ata to loyi ba no bongisa mai ko yana ngote to vandi mais kende kana tongo lo ba honorable na ina ba karo moko bengina 6 la miro yo combien $3,000 et bimi et pesami mais biso moko peuple to tina bango kuna et l'autre côté. Mesdames et messieurs, Kinoises et Kinois, c'était là les avis des Kinois sur la gestion de leur ville, l'appropriation même de tout ce qui les range dans cette ville de Kinshasa. Nous sommes allés à la rencontre de l'honorable député provincial, Monsieur Jean-Désiré Mbondi Wambonzi. Il est élu du MLC dans la ville de Kinshasa, là, dans la commune de Limete. Avec lui, nous allons nous entretenir sur ce sujet. Je vous prie de suivre. Bonjour Madame Grace, bonjour les téléspectateurs. Je voudrais de prime abord féliciter et saluer le professionnalisme qui de plus en plus s'accroît. C'est une innovation. Nous sommes en plein mois de la femme. L'occasion est donc donnée pour saluer cette ingéniosité féminine, cette expertise féminine qui marque réellement son pas dans le développement de la RDC. Coup de chapeau à toutes les bonnes dames du Congo, coup de chapeau à la DG et ici coup de chapeau à vous-même. C'est le mois de la femme, mais vœu le plus ardent pour que la femme congolaise prospère davantage. Je suis Jean-Désiré Mbondi Wambonzi,
cadre du MLC, donc secrétaire national en charge de la formation et mobilisation. Je suis député provincial élu de la commune de Limité. Et donc voilà, je suis membre du MLC depuis les années 2020-2002, que j'évolue activement au sein du MLC. Très bien. Le constituant de notre constitution actuelle, donc ceux qui ont mis en marche, ceux qui ont conçu, assis, écrit la constitution du Congo qui est en vigueur, avaient une architecture sur ce pays. Partie du régime ancien qui dirigeait le pays de façon linéaire, verticale. Kinshasa régentait totalement la République. Toutes les autres entités subissaient le poids de la gestion de Kinshasa. Au dialogue intercongolais, les Congolais se sont accordés pour que le pays puisse être aéré, une gestion aérée, une gestion qui respire. Et donc, on devait aller, dans le cas de la démocratie, on devait aller à la décentralisation. Donc, que la gestion soit plus proche, les gestionnaires, les dirigeants, soient proches des administrés. Ainsi, le schéma, l'option première qui tablait sur des nominations en nomination pour désigner les dirigeants au niveau des provinces avait changé. On s'est dit, désormais, seules les élections. Donc, la voix du peuple agira pour qu'on dispose, pour qu'on ait des dirigeants au niveau des provinces comme au niveau national. Au niveau des territoires, c'est ce qu'on a appelé les députés provinciaux. C'est l'organe délibérant des provinces. Ils contrôlent l'action du gouvernement provincial. Ils élisent le gouverneur et son vice. Ils élisent les sénateurs. Le Sénat, selon le constituant, est l'émanation des provinces. Donc les sénateurs sont élus par les députés provinciaux, tout comme les gouverneurs avec leurs adjoints, leurs vices, qui sont aussi élus par les députés provinciaux. Et ils contrôlent, les députés provinciaux contrôlent l'action du gouvernement provincial. Votent le budget de la province. Le cas de Kinshasa, on vote le budget de la ville de Kinshasa. Écoutez, la ville de Kinshasa ressemble vraisemblablement à un monstre. C'est un monstre. Un monstre parce que il est difficile de cerner le contour de cette ville. Avant d'en arriver, il faut commencer par l'historique de cette ville. Cette ville a eu, à une période, je crois, dans les années 60, 65, n'avait que 10 000 habitants, Kinshasa. Les routes que nous voyons dans la ville de Kinshasa sont les routes tracées par rapport à 10 000 personnes. Donc, de 1960 à aujourd'hui, nous sommes allés, on atteint aujourd'hui plus de 10 millions d'habitants. C'est pourquoi je parle d'un monstre. Difficile, avec tout ce qu'il y a eu comme difficultés institutionnelles, avec tout ce qui est comme crise économique et la succession des régimes, les statistiques du pays sont bouleversées. Et donc Kinshasa est la première victime du point de vue statistique, c'est-à-dire à identifier, à connaître la démographie de la ville de Kinshasa. Parce que tout le Congo, nous n'arrivons pas jusque-là à dresser les statistiques des populations. Et donc Kinshasa en est victime. C'est pourquoi le premier élément de la monstruosité de la ville de Kinshasa relève du nombre des habitants
difficile à quantifier. On ne sait pas évaluer à cause justement de cette absence, de ce manque de statistiques établies pour toute la République, Kinshasa y compris. Deuxièmement, il y a eu ce qu'on appelle l'expansion de la ville en soi. Il y a eu naissance de plusieurs quartiers sur des sites qui, d'après certains agents de l'État, des sites qui ne pouvaient pas être habités, qui ne pouvaient pas être lotis. Aujourd'hui, on a des lotissements anarchiques qui poussent comme des champignons. Et ça date de près de 20 à 30 ans. Vous comprendrez avec moi, vous conviendrez avec moi qu'il y a des sites, il y a 20 ans, étaient des endroits protégés. Et du coup, on s'est retrouvé face à des villas qui poussent. Un petit exemple simplement, l'espace vert du camp Kokolo était connu comme étant un domaine militaire. Mais il y a quelques 4-5 ans ici, on s'était réveillé un matin, voir des villas pousser dedans, dans un espace militaire, dans un camp militaire. Il y a quelque temps, l'Athénée de la Gombe était exclusivement réservé aux étudiants inscrits, aux élèves inscrits, admis dans cet établissement scolaire. Mais aujourd'hui, il y a un hôtel dedans. Un hôtel, s'il vous plaît, dans l'enceinte de l'Athénée de la Gombe. C'est pourquoi j'ai dit Kinshasa ressemble à un monstre. Vous avez suivi tout dernièrement, dans le langage de tous ceux qui dirigent le pays, ils ont évoqué, même dans le dernier atelier, ils s'apaisantissaient sur l'instabilité des institutions provinciales. On accuse les députés provinciaux, à tort ou à raison, je ne sais. Mais ce qui est vrai, tout le monde dans ce pays a décrié et déploré les dernières élections. Les résultats des dernières élections suffisent pour pouvoir présenter la maquette de la prestation des organes délibérants. Et donc nous sommes là en face d'une situation. On a des élus, les élus qui émanent d'une certaine configuration électorale et qui étaient là. On a là des élus qui émanent des forces politiques, retenez bien, des forces politiques appartenant à un camp. Vous avez suivi avec nous, hier, c'était l'accord FCC-CACH. Aujourd'hui, c'est l'union sacrée. Question de savoir et de comprendre s'il y a eu transfuge ou s'il y a eu simplement mutation mentale. Ce sont des faits et des éléments qu'il faut intégrer avant d'analyser les choses. On va nous dire, les députés provinciaux de Kinshasa n'inquiètent pas le gouverneur de province. Est-ce que les députés provinciaux étaient élus pour inquiéter le gouverneur? Il y a quelque part un déficit de compréhension dans le mental de plusieurs parmi nous. Les députés ne sont pas élus pour inquiéter le gouverneur. Ils sont élus pour contrôler l'action du gouverneur avec son gouvernement provincial. Ils sont élus pour produire des édits. Les édits, ce sont les lois. C'est ça. Mais attendre les députés, l'action de déstabilisation, l'action qui inquiéterait le gouverneur, serait dénaturer la mission des députés provinciaux. Très souvent, on est en face de ce questionnement. Oui, très bien. Nous ne sommes pas là pour inquiéter quelqu'un. Nous ne sommes pas là pour nous chamailler avec quelqu'un. Nous sommes là pour contrôler son action. Eh bien, arriver maintenant à décrypter l'action. C'est de ça qu'il s'agit.
Je pense que nous irons dans ces détails plus tard. Vous avez suivi avec nous, je crois qu'on y arrivera. Le gouvernement de la République constate aujourd'hui qu'on doit aller à un nouveau mode de gestion, c'est-à-dire impliquer tous les acteurs intéressés dans la gestion. La raison de l'atelier qu'on a eu à l'époque, c'était quoi? Il y a un programme, il y a un projet pour une province, pour un territoire, pour une commune. Mais le gouvernement central s'organise avec le gouvernement provincial. Ils vont, ils lancent les travaux, ils font ce qu'ils font. L'Assemblée provinciale vient plutôt en aval. Les débuts de l'action, pas informés, quelles étaient les causes, quelles sont les orientations, quels sont les financements, la durée c'est comment, le fonds est à quoi, les modalités étaient fondées sur quoi. Il faut aller contrôler ce que vous n'avez pas. Il faut aller contrôler ce que vous n'avez pas reçu des informations, pas des données sur ça. Un exemple simple. Vous avez vu le fameux programme Kinelenda, financé par la Banque mondiale. Nous, Assemblée provinciale, on n'était pas mis à contribution. C'était la présidence et le gouvernement avec l'hôtel de ville. Associés nulle part. À ce stade, à ce jour, nous n'avons même pas un élément. Et nous irons contrôler quoi? Sur quoi? Heureusement, le gouvernement de la République se ravise maintenant. Vous avez vu le programme pour les 145 territoires. Ils ont compris qu'il faut maintenant faciliter le travail des députés provinciaux. Ils doivent être mis au parfum des motivations, des programmes, des timings, de tout ce qu'il y a comme financement et des appels d'offres, comment ça se passerait. Maintenant, le contrôle du gouvernement provincial et de l'Assemblée, des assemblées provinciales sera rendu possible. Donc, pour dire ici quoi? Il n'y avait pas que, ou il n'y a pas que la faiblesse des assemblées provinciales. Il y a d'abord la difficulté à accéder aux informations, ici principalement dû aussi, ça vraiment pas aussi, mais à l'opacité du gouvernement central qui bypassait les assemblées provinciales. Je vais vous évoquer un cas aussi simple. Les édits, nous les avons votés, vu le besoin qui se pose dans la société. Mais l'exécutant, l'Assemblée provinciale se limitera en ce moment-là à interpeller, à écouter, à s'informer et à donner des orientations. Vous savez ce qui se passe lorsque je vous parle de conflits de compétences. C'est là où les assemblées provinciales se sont senties inhibées, si pas vexées, empêchées de travailler. Dans une province qu'on appelle le Nord-Ubangi, n'est-ce pas? Un gouverneur aurait démissionné. N'aurait pas, mais a démissionné. Pendant qu'en ce moment-là se tenait une plénière pour son éviction. Ce qui fut fait. Dans tous les deux cas, il n'était plus gouverneur. Du coup, Kinshasa prend, donc le gouvernement central par le ministère de l'Intérieur, confie l'intérim à ce gouverneur. Dans tous les deux cas, il n'est plus gouverneur et ne peut assurer l'intérim. Et du coup, c'est un conflit, une bataille rangée entre le gouvernement central et l'Assemblée provinciale. Voilà tout. Donc l'Assemblée provinciale, les assemblées provinciales sont nées dans une situation qui n'est pas rentrée dans l'état d'esprit du gouvernement central. Les textes lui ont conféré
le pouvoir, mais l'esprit, l'état d'esprit des gouvernants au niveau du gouvernement central n'est pas rentré en osmose avec les textes. Plusieurs prérogatives des députés provinciaux sont confisquées par le gouvernement central, allant jusqu'à vous asphyxier même financièrement. Regardez, il y a des assemblées provinciales qui accumulent 9 mois d'arriérés de salaire. Est-ce que vous comprenez ça? Quel résultat attendrez-vous de ces gens? Donc, ils accumulent 8 à 10 mois d'arriérés de salaire, s'il vous plaît, madame. Aucune mission n'est payée. Mission de contrôle, sans argent. Qui irait en mission comme ça, sans moyens de transport, de communication, voire la didactique n'y est pas. On n'a pas de papier, on n'a pas d'enveloppe, on n'a pas de mallette. On va en mission. Et alors, on n'est pas sécurisé. Regardez, un cas fâcheux pour vous dire qu'il y a discordance dans la juxtaposition des pouvoirs entre le gouvernement central et provincial. Un député provincial de Kinshasa, je veux parler de la sécurité. Un député provincial de l'Assemblée de Kinshasa, rapporteur, membre du bureau de surcroît, dans le cadre des vacances parlementaires, se rend à Kimbaseke, son fief électoral, se fait bastonner par des prétendus policiers, soldats, on ne sait pas les qualifier, ou Djana. Ça a défrayé la chronique ici. Il a fallu que l'Assemblée provinciale protesta pour que l'autorité nationale du gouvernement central prenne ça à bras le corps. Vous aviez suivi, lors de la pandémie Covid, dans ses débuts, il y avait une barrière érigée sur le 24 novembre. Le gouverneur de province, qui est minimisé par le commandant provincial de la police, qui lui dit « je rends compte à la hiérarchie ». Et comme ça, de visu. Et le gouverneur de lui rappeler, lui dire « la hiérarchie là, c'est moi ». Je parlais ici de l'état d'esprit du gouvernement central. Le gouvernement central ne s'est pas apprêté mentalement à faire exécuter la loi sur la décentralisation. Et donc le comportement de plusieurs membres du gouvernement central va en faux par rapport à cela. Et c'est ce qui bloque, c'est ce qui réduit alors sévèrement l'action de gouvernements provinciaux et de leurs députés. Non, j'ai évoqué ça en passant ici, mais ici je vais devoir rentrer dans le détail. Le gouvernement s'est en fait réveiller, le gouvernement central, pour comprendre que le développement devait être horizontal. Il ne fallait pas que tout se concentre à Kinshasa, dans les milieux urbains, et que les provinces, les milieux ruraux soient abandonnés à leur triste sort. Ou simplement qu'on s'intéresse plus, comme à une période ici, tout était au Katanga, tout était à Bukavu, à Goma, on parlait difficilement de Bandundu, on parlait difficilement de l'Équateur. Et alors, le gouvernement actuel a dit non. Nous devons niveler, accorder la chance à tous les territoires. Leur accorder la chance de développement. C'est pourquoi ils ont lancé le programme de développement des 145 territoires. Et donc, comment contrôler, comment assurer le suivi de cet investissement? Premièrement, l'argent n'a pas été laissé entre les mains des ministres ou des gouverneurs. 3 ou 4 agences
spécialisés dans la question du développement, ici chez nous au moins, en Congo, la BCECO, le PNUD et la troisième agence là ici m'échappe, CDC je crois, je sais pas. Bon, les 3 agences sont sélectionnées pour conduire et mener à bonne fin la réalisation des projets qui sont émis pour ce territoire-là. Donc, ils vont gérer cet argent. Ils vont assurer, ils vont accompagner les exécutants. L'appel d'offres sera libéré. Que les entrepreneurs locaux aient aussi l'occasion de s'épanouir. Vous aviez suivi à l'époque ici Jamal. Hein? On a des architectes ici à qui on pouvait donner ces marchés. Mais on estime qu'il faille maintenant penser aux entrepreneurs locaux. Donc c'est ça l'avantage et le grand. Donc maintenant, le gouvernement central a invité, le gouvernement s'est ravisé qu'il y a eu omission. L'omission d'un acteur important, c'est le député provincial. L'Assemblée provinciale devait être présente pour assurer le suivi et contrôler ce que feraient ces agences, ce que feraient ces entrepreneurs bénéficiaires de marché, après appel d'offres, ce que ferait le gouvernement provincial vis-à-vis de cet investissement. Donc, il a été ainsi organisé et convoqué à Kinshasa, tous les députés provinciaux, ils sont arrivés, plus de 700 personnes, et ont essayé de se pencher là-dessus. Chaque province, donc chaque assemblée provinciale, est rentrée avec des éléments concrets sur ce financement dans leur province. Si c'est la santé, l'école, hôpitaux, on ne sait pas, c'est les routes, c'est l'agriculture, les assemblées provinciales de chaque province sont informées de ce qui est proposé et préparé comme investissement en faveur de leur territoire respectif. Il y a eu, je crois, aujourd'hui, ça doit faire 1 mois, le gouvernement de la République avait dépêché des émissaires dans toutes les provinces pour s'enquérir sur les réalités électorales. Quelles sont les forces en présence, quelles sont les possibilités, les chevaux partants ou non partants et tout ça. Pourquoi? On a eu à vivre des scénarios macabres. Quelqu'un qui sort de quelque part, avec l'argent dans sa poche, vient et devient gouverneur, sans aucun programme, sans aucune vision. Et du coup, à la tête d'une province, mène les gens en bateau, et la province ne peut pas. Il y a au moins 2-3 provinces ici dans la République où on a un gouverneur qui ne sait même pas dire bonjour aux gens, qui ne sait même pas prononcer son discours. C'est des choses. Et on voulait un peu s'assurer de tout cela. Est-ce que la personne qui prétend et qu'on prétend qu'on voudrait placer a une certaine compétence? C'est des éléments importants. Parce que maintenant, on s'engage dans un processus de développement à la base. Quand on a quelqu'un qui n'a pas assez de capacité managériale, je me réserve, j'utilise le terme managérial, assez de compétences pour aller dans cette démarche voulue par le gouvernement central, qu'adviendrait la province? Quelqu'un qui ne sait pas lire son discours, il est là. Donc vous comprendrez qu'il a fallu mener une enquête sur le terrain. Les conclusions de ces enquêtes à travers la République, ils sont allés, ils ont contacté les forces politiques, les forces sociales, religieuses, tout ce que vous voulez. Ils ont reçu des informations, ils sont revenus. Maintenant, en marge de l'atelier,
il y a eu ce qu'on appelle des consultations, où on s'adressait à tout le monde. Donc vous êtes 180 députés, nous par exemple on est 48. Les 48 ensemble, avec des penchants différents, avec des idéologies différentes. Ceux de ceci, cela, ceux de groupe tel. Nous sommes là. Et nous avons dit ce que nous savons. Vous comprenez? Il n'y a pas eu de mot d'ordre. Et ce mot d'ordre ne peut pas exister. Moi, je relève de mon parti politique, le MLC. Le mot d'ordre qui peut m'être donné, c'est le MLC qui me donnerait un mot d'ordre. Ce ne sont pas vos histoires qu'on peut raconter, ainsi de suite. Non. Le mot d'ordre qui me le donnerait, si ce n'est pas mon parti. Je suis élu sur la liste de mon parti. Il n'y a que mon parti qui peut me donner un mot d'ordre. Même si, tel qu'on prétend raconter, l'union sacrée, tout ça, très bien. Mais pour que moi j'obéisse à ce que l'union sacrée aurait comme schéma, il faut que ça vienne de la bouche de mon parti. Il faut que ça vienne des institutions de mon parti. Mon parti me dira, dans le cadre de vous êtes instruit à faire ceci. Et alors je tempérerai. Mais que de moi-même, ah non, parce qu'il y a... Non, non. Nous sommes un parti politique organisé, structuré. Et donc voilà, il n'y a pas eu de mot d'ordre. Nous avons été consultés. Et dans ces consultations, on vous présentait aussi la démarche des émissaires, de ceux qui étaient en mission pour prélever la température réelle dans les provinces à problème où les élections auront lieu. La pauvreté du Grand Équateur a été occasionnée par le rejet et les brimades orchestrées par l'AFDEL. C'est l'AFDEL qui a rendu cette province aussi pauvre. Souvenez-vous, un gouverneur sous Joseph Kabila s'était fait évincer ici parce qu'il avait dit que dans tous les projets, l'Équateur n'était pas pris en compte. Vous vous souviendrez. Et donc, c'est d'abord cette volonté de nuisance qui a été orchestrée et mis en chantier par le gouvernement AFDEL, le PPRD. Donc c'est d'abord ça. Deuxièmement, lorsqu'il s'est agi de la gestion de la chose publique et de l'attitude du rassemblement, le Grand Équateur a été pourchassé. Les acteurs principaux, les grands acteurs de l'Équateur étaient mis à mal, mis en retranchement. Moi que vous voyez, j'étais en exil. J'ai fait 4 ans en exil pour rien. Mon grand péché, l'unique et vrai péché, c'est d'être parent à Mobutu, semble-t-il, d'être parent et militant de Jean-Pierre Bemba. Tous les deux de l'Équateur. Je ne mange pas les mots. Quand Mobutu est parti, l'AFDEL est arrivé, la chasse, le code 32, ça c'est connu de tout le monde. C'était une espèce d'épuration, mais l'ONU a fermé les yeux. Tout ce qu'il y a comme défenseurs des droits de l'homme, ils ont fermé les yeux contre cette affaire. L'Équateur était sous une indexation et décriée par les Nations Unies. Malheureusement, on a laissé courir cette affaire. Ici, tout récemment, vous avez entendu le Kassaïen hausser la voix, dire qu'ils sont victimes de quoi là-bas, ainsi de suite. La question est bien tombée. Aucun projet de développement pour le Grand Équateur à partir des routes. Les routes sont coupées. Les gens ne savent pas faire des déplacements. Je reviens d'une grande tournée dans le sud d'Ubangui, mais c'est pitié dans les hôpitaux. Le gouvernement ne pense pas à cette contrée. Vous avez des hôpitaux qui ont comme lit d'accouchement des grabats. S'il vous plaît, dans le sud d'Ubangui, il a fallu
qu'une mission aille constater, image à l'appui, pour qu'on pense aussi qu'il y a des mamans qui donnent des enfants là-bas, qui accouchent et qui doivent accoucher décemment. Il y a la clinique de Guémena, toiture emportée par une tornade, carreaux pillés par les inciviques, fenêtres, portes. Et cette clinique est restée comme ça pendant des années. Au vu et au su des dirigeants venant de Kinshasa, atterrissant à Guémena, se faisant ovationner pour venir défier Bemba, circuler là-bas. Et la clinique est située juste au passage. À leur passage, là, ils se font acclamer, ils se font déifier. Ils voient ça là-bas. C'est juste donc sur la route, la terre principale qui conduit à l'aéroport. Des chefs d'État sont passés, des ministres sont passés, des acteurs politiques, des présidents de partis politiques, des décideurs, ils voyaient ça pendant des années, s'il vous plaît. Donc, tout ça ne peut que concourir à la pauvreté, pendant que nous savons que s'il y a encore une forêt qui existe dans ce pays, c'est la forêt équatoriale, qui fait aujourd'hui de ce pays ce qu'on dit un pays solution. Donc c'est cette forêt qui va jusque dans la Chopo. Hein? C'est cette forêt. Les gens ne peuvent pas être des misérables là-bas. Les gens ne peuvent pas mourir de faim là-bas. Les gens ne peuvent pas souffrir de la pauvreté. Mais les conditions, l'accompagnement du gouvernement, de l'État, est demeuré inexistant pendant plus de 24 ans, depuis l'avènement de l'AFDEL. Soit on arrêtait, soit on tuait, soit on pourchassait, et enfin, on privait à ceux-là tout ce qu'il y avait comme accompagnement des autres provinces, sauf là-bas. Ça, je vais vous le dire, des écoles, vous verrez des écoles de toiture volatilisées, pendant que certains se tapent des universités somptueuses. Certains se tapent des écoles avec de carrelés. Donc voilà, vous comprendrez. On se déclare candidat à l'issue d'un congrès. Ça, ce sont les choses connues dans les usages politiques, dans les usages des partis politiques. Dans tout ce qui est comme arsenal des lois en matière électorale. Comment puis-je, moi, comment le MLC peut, comment lui-même, Jean-Pierre Bemba, peut aujourd'hui dire je suis candidat? Le congrès n'a pas encore décidé, le congrès du MLC n'a pas encore eu lieu. Ce congrès aura lieu. C'est en ce moment que vous n'aurez pas besoin de poser la question, puisque nous, les conclusions de notre congrès, par un communiqué, sera rendu public. Et la presse, comme d'habitude, la presse sera au rendez-vous. Donc, cette question-là, à ce stade, n'a pas de réponse. Vous le saurez au moment venu, à l'issue de notre congrès, vous saurez qu'est-ce que le MLC a comme schéma, a comme plan. Ce n'est pas le moment. Et je salue l'énergie et l'ingéniosité qui habitent le peuple quinois. Face à toutes les difficultés qu'on vit dans ce pays, dans cette ville, le quinois est demeuré serein. Le quinois est demeuré quelqu'un de très subtil, qui sait s'adapter aux épisodes de société. Je salue le quinois, pourquoi? Son hospitalité légendaire le distingue des autres. Le quinois, dans la convivialité, a essayé de braver la crise. Cependant, je leur demande une seule chose. Nous n'avons pas une autre ville, une autre capitale. Nous n'avons pas un autre pays si ce n'est que celui-ci. Les petites réalisations qui peuvent s'offrir à nous, nous devrions les protéger, les sécuriser. Les petites donations qui peuvent nous être données, nous avons l'obligation de protéger, de sécuriser cela. Et surtout, de nous donner l'identité
qui, en son temps, défrayait la chronique en Afrique centrale et un peu partout. Et donc, je salue mes frères et sœurs quinois. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette émission, Le Siège. Vous avez découvert M. Jean-Désiré Mbondi Wambozi qui vous a donné plus de détails sur le travail des députés provinciaux à l'Assemblée provinciale de la ville de Kinshasa. Quant à moi, je vous dis merci de votre fidélité, de votre attention et de toute votre marque de confiance. Merci à la RTGA et MB Télévision qui ne cessent de diffuser cette émission plutôt, mais également merci à tous ceux qui nous suivent sur les réseaux sociaux et sur YouTube. À très vite.